Il y a environ 2000 milliards de galaxies dispersées à travers 93 milliards d'années-lumière d'espace. L'impression est celle d'un univers sans limite, une invitation ouverte à explorer pour l'éternité. Mais dissimulée à l'intérieur de cette douce supposition se cache une vérité dévastatrice. La plus grande partie de ce que vous apercevez à travers un télescope est déjà hors de portée. Pas simplement lointaine, pas simplement difficile à atteindre. Hors de portée pour toujours, quelle que soit la technologie que nous développerons un jour. Selon notre meilleur modèle cosmologique, l'expansion de l'espace-temps a tracé une ligne permanente autour de tout ce que l'humanité pourra jamais toucher. Et cette ligne se trouve bien plus proche que le bord de ce que vos yeux peuvent percevoir. Dans ce voyage, nous allons séparer le fait de voir du fait de pouvoir atteindre. Nous calculerons la véritable frontière de notre espèce et nous découvrirons le plus grand territoire que toute civilisation humaine pourrait jamais légitimement considérer comme sien. Préparez-vous à découvrir une frontière que vous ne pourrez jamais franchir. Si ce sujet éveille véritablement votre curiosité concernant les limites réelles de notre avenir dans l'espace, pensez à mettre un pouce en l'air et à vous abonner, afin que d'autres récits de ce genre puissent vous trouver. Aussi, avant de commencer, sachez que nous sommes désormais disponibles sur Spotify. Le lien se trouve dans la description si vous souhaitez nous écouter où que vous soyez. Maintenant, installez-vous confortablement. Commençons. Sortez par une nuit claire et sans lune et laissez vos yeux s'adapter à l'obscurité. Regardez vers le haut. Même sous un ciel modeste, loin des lumières les plus agressives de la ville, vous pouvez distinguer quelques milliers d'étoiles individuelles. Chacune d'entre elles appartient à notre propre galaxie, la Voie lactée, et chacune se trouve à quelques milliers d'années-lumière de la Terre. 1000 années-lumière représentent une distance si extrême qu'un faisceau de lumière voyageant à environ 300 000 km par seconde a besoin d'un millénaire entier pour la parcourir. Pourtant, ces étoiles visibles ne constituent qu'à peine le seuil de notre propre perron cosmique. Elles ne représentent même pas le commencement de ce que l'univers contient véritablement. Pointez un modeste télescope vers le ciel et le décompte bondit de plusieurs ordres de grandeur. Braquez le télescope spatial Hubble sur un bout de ciel de la taille d'un grain de riz tenu à bout de bras et des milliers de galaxies apparaissent là où l'œil nu ne voyait qu'un vide obscur. Dirigez maintenant le télescope spatial James Webb sur cette même parcelle infime et les chiffres grimpent encore, révélant de pâles taches qui se révèlent être des galaxies entières telles qu'elles existaient il y a plus de 13 milliards d'années, quand le cosmos était encore frais, brûlant, et à peine quelques centaines de millions d'années après le Big Bang lui-même. Extrapolez cet exercice à travers l'intégralité du ciel, dans toutes les directions, et les astronomes modernes parviennent à un nombre véritablement difficile à concevoir dans un seul esprit. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies. 2 millions de millions. Chacune de ces galaxies renferme en moyenne entre 100 milliards et quelques centaines de milliards d'étoiles. Multipliez l'ensemble et le cosmos visible abrite plus d'étoiles qu'il n'y a de grains de sable sur chaque plage et dans chaque désert de la Terre réunie. Il contient plus d'étoiles qu'il n'y a de cellules dans chaque corps humain ayant jamais vécu. Voilà l'empire que nous pouvons voir. Voilà ce que votre télescope vous invite à imaginer parcourir. Et sous cette invitation se cache la supposition la plus séduisante de toute l'astronomie, que si vous pouvez le voir, un jour peut-être vous pourriez l'atteindre. Cette supposition est fausse. Elle n'est pas simplement fausse parce que nos moteurs sont lents ou parce que les vies humaines sont courtes. Elle est fausse à un niveau qu'aucune percée technologique ne pourrait jamais corriger. Selon le meilleur modèle cosmologique dont nous disposons, la plupart des 2000 milliards de galaxies visibles ce soir sont déjà, en ce moment même, définitivement hors de portée de tout ce que l'humanité pourrait jamais lancer. Pas simplement hors de portée des fusées chimiques, pas simplement hors de portée des propulseurs à fusion, des moteurs à antimatière ou des voiles solaires hypothétiques. Hors de portée de la lumière elle-même, hors de portée d'un laser tiré aujourd'hui avec une puissance illimitée et une visée parfaite. Hors de portée de tout signal, de toute sonde, de toute mission, de toute civilisation que notre espèce pourrait jamais produire. Cette affirmation est difficile à accepter la première fois qu'on l'entend, et c'est normal qu'elle le soit. Alors construisons l'argumentaire lentement, soigneusement et honnêtement, car la vérité de la frontière ultime de l'humanité dépend de la compréhension d'une distinction que la plupart des gens ne rencontrent jamais, la distinction entre voir quelque chose et pouvoir l'atteindre. Commençons par ce que le mot observable signifie réellement. Lorsque les astronomes parlent de l'univers observable, ils ne désignent pas une sphère entourée d'un mur. Ils désignent la région de l'espace depuis laquelle la lumière a eu le temps de voyager jusqu'à la Terre depuis le commencement du cosmos, il y a environ 13 800 millions d'années. La lumière voyage à une vitesse finie. L'univers a un âge fini. Donc toute source lumineuse trop éloignée au moment où l'univers a commencé n'aura pas encore délivré le moindre photon à nos yeux. La frontière entre ces deux catégories, les sources dont la lumière est arrivée et les sources dont la lumière n'est pas encore arrivée, forme une sphère imaginaire centrée sur la Terre. Cette sphère est ce que nous appelons l'horizon des particules, et son rayon est d'environ 46 milliards et demi d'années-lumière.
Ce nombre déroute les gens la première fois qu'ils l'entendent. Si l'univers n'a qu'environ 13 milliards 800 millions d'années et que rien ne se déplace plus vite que la lumière, comment pouvons-nous possiblement voir des objets qui se trouvent actuellement à 46 milliards et demi d'années-lumière de distance? La réponse ne devrait-elle pas être 13 milliards 800 millions d'années-lumière, et pas davantage? La réponse serait effectivement 13 milliards 800 millions d'années-lumière si l'espace lui-même n'était pas en expansion. Mais l'espace est en expansion. La distance entre les galaxies lointaines n'est pas fixe. Elle augmente partout, simultanément, dans un étirement régulier de la géométrie sous-jacente. Un photon émis il y a 12 milliards d'années par une galaxie qui, à ce moment-là, ne se trouvait qu'à quelques milliards d'années-lumière de nous, a voyagé pendant 12 milliards d'années. Mais durant ces 12 milliards d'années, l'espace entre nous et la source s'est étiré. Au moment où le photon est arrivé sur Terre, la galaxie source avait été emportée beaucoup plus loin. Sa distance actuelle, ce que les astronomes appellent sa distance propre, peut atteindre des dizaines de milliards d'années-lumière, même si la lumière elle-même n'a voyagé que 12 milliards d'années pour nous atteindre. L'horizon des particules est la distance actuelle jusqu'aux sources les plus lointaines dont l'ancienne lumière nous est parvenue. Les plus distantes de ces sources, quand leur lumière les a quittées pour la première fois, étaient bien plus proches. L'expansion les a depuis emportés vers des positions qui se trouvent bien au-delà d'une sphère naïve de 13 milliards 800 millions d'années-lumière. Voici votre premier indice que la distance cosmique n'est pas un nombre unique. C'est au moins 3 concepts distincts qui signifient des choses très différentes. Le premier est la distance comobile, qui indique où se trouve une galaxie dans la grille sous-jacente de l'espace, corrigée de l'expansion. C'est la distance que vous mesureriez si vous pouviez geler l'expansion de l'univers et étirer un mètre ruban cosmique entre vous et votre cible. Le deuxième est la distance propre, qui est la séparation réelle actuelle entre vous et cette galaxie en ce moment même, à cet instant précis, à ce cliché de temps cosmique. Pour les objets très distants, la distance propre et la distance comobile sont des cousines proches. Le troisième est la distance de parcours lumineux, qui est simplement le nombre d'années que la lumière arrivante a passé en vol. Ces 3 nombres peuvent différer les uns des autres de dizaines de milliards d'années-lumière pour la même galaxie, et les confondre est l'erreur la plus courante que commettent les gens lorsqu'ils essaient de raisonner sur ce que l'humanité pourrait atteindre. Donc, quand nous disons que l'univers observable a un rayon de 46 milliards et demi d'années-lumière, nous parlons de la distance propre actuelle jusqu'aux sources les plus lointaines dont la lumière est actuellement détectable. Cette lumière elle-même n'a voyagé qu'environ 13 milliards 800 millions d'années. Et quand cette lumière a été émise, ces mêmes galaxies sources étaient beaucoup plus proches de notre position, à moins de 50 millions d'années-lumière dans certains cas. Si proche que le concept même de notre position devient étrange, car la Terre n'existait pas encore. Une fois que vous avez intériorisé cela, une réalisation étrange et belle s'ensuit. Tout ce que vous voyez dans le ciel nocturne est un message du passé. L'étoile Sirius, à seulement 8 années-lumière et demie environ, vous apparaît telle qu'elle était il y a 8 ans et demi. La galaxie d'Andromède vous apparaît telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Les galaxies les plus lointaines que James Webb a capturées apparaissent telles qu'elles étaient il y a plus de 13 milliards d'années, quand elles étaient jeunes, petites et chaotiques. Vous ne regardez pas l'univers tel qu'il est. Vous regardez une mosaïque de moments, chacun arrivant d'une profondeur différente dans le temps. Il n'existe pas de cliché instantané de l'univers tel qu'il existe en ce moment. La vitesse finie de la lumière l'interdit. Pour ressentir le poids de cette réalité, choisissons une galaxie spécifique parmi les 2000 milliards et gardons-la dans notre attention un instant. Considérons une galaxie à environ 10 milliards d'années-lumière de distance propre. Une spirale ordinaire, pas si différente de notre propre Voie lactée, située quelque part dans une direction aléatoire du champ profond. Sa lumière arrivant sur Terre ce soir a quitté cette galaxie quand l'univers n'avait qu'environ 6 milliards d'années, quand la Terre ne s'était pas encore formée, quand les atomes qui allaient finalement devenir votre corps étaient encore dispersés à travers d'innombrables générations d'étoiles mourantes. Nous pouvons étudier cette lumière ancienne. Nous pouvons mesurer sa chimie, son taux de formation stellaire, la forme de ses bras spiraux tels qu'ils existaient des milliards d'années avant que la vie sur Terre ne commence. Nous savons énormément de choses sur cette galaxie spécifique. D'une certaine manière, nous la connaissons plus intimement que la plupart des endroits de notre propre système solaire. Et pourtant, en ce moment même, alors que nous observons cette galaxie et admirons ce qu'elle fut, nous pouvons aussi calculer quelque chose sur son avenir. Si nous envoyons un signal vers elle cette nuit, ce signal n'arriverait jamais. Pas parce que notre émetteur n'est pas assez puissant, pas parce que notre visée est imparfaite, mais parce que la géométrie de l'univers l'interdit. Cette galaxie s'éloigne actuellement de nous à un rythme qui surpasse la lumière elle-même, et l'expansion ne fera qu'accélérer le déficit. Tout message que nous pourrions jamais lui envoyer restera en retard, pour toujours. Nous connaissons son visage, nous avons mesuré sa chimie, nous comprenons son histoire, mais son avenir n'est pas un avenir auquel nous pouvons participer, jamais, en aucune circonstance,
avec aucune technologie qui pourrait jamais être construite. Voilà ce que signifie voir quelque chose sans pouvoir l'atteindre. Voilà l'étrange et silencieuse solitude qui se cache derrière chaque image de champ profond. Cela seul est déstabilisant, mais ce n'est pas la frontière qui importe le plus pour notre récit. L'horizon des particules vous indique jusqu'où vous pouvez actuellement voir. Il ne vous dit pas jusqu'où vous pourriez actuellement atteindre, et ces deux nombres ne sont presque jamais identiques. Pour comprendre pourquoi, imaginez une simple expérience de pensée. Vous pointez un laser vers une galaxie que vous pouvez voir en ce moment même, située peut-être à 30 milliards d'années-lumière de distance propre. Vous tirez le laser. Le photon quitte la Terre en voyageant à la vitesse de la lumière, dirigé droit vers cette cible. Arrivera-t-il un jour? Votre premier instinct est probablement de répondre oui. Après tout, la lumière voyage à la vitesse la plus rapide possible, et la galaxie est bien là. Avec suffisamment de patience, le photon devrait finir par l'atteindre. Si nous attendons assez longtemps, il le doit certainement. Mais c'est ici que notre intuition, calibrée sur un monde statique et immuable, nous trahit de façon catastrophique. L'espace entre votre laser et la galaxie cible est en expansion. Le photon voyage bel et bien à la vitesse de la lumière à travers l'espace local qu'il occupe à chaque point de son trajet. La physique le garantit. Mais tandis que le photon voyage, la distance totale jusqu'à la cible ne cesse de croître. De l'espace neuf est constamment créé entre le photon et la galaxie. Dans certains cas, cet espace neuf est créé plus vite que le photon ne peut combler l'écart restant. Quand cela se produit, le photon ne gagne pas de terrain sur sa cible, il en perd. Il n'arrive jamais, jamais. Peu importe combien de temps nous attendons, peu importe ce qui se passe ensuite, ce photon prendra de plus en plus de retard sur la galaxie vers laquelle il était dirigé, jusqu'à ce que, dans le lointain avenir cosmique, il se dissolve dans une obscurité infinie, sans jamais avoir délivré son message. Voilà le fait sidérant qui sépare l'univers visible de l'univers affectable. Dans une cosmologie dominée par l'énergie sombre, et selon notre meilleure compréhension actuelle du comportement de l'énergie sombre, il existe une frontière dans l'espace au-delà de laquelle tout signal lancé aujourd'hui à la vitesse même de la lumière n'arrivera jamais. Cette frontière s'appelle l'horizon cosmologique des événements. Et sa distance propre actuelle se situe à environ 16 milliards d'années-lumière, avec une incertitude réelle de plusieurs centaines de millions d'années-lumière, selon les mesures exactes du taux d'expansion et de l'énergie sombre que l'on introduit dans les équations. Arrêtez-vous et laissez ce nombre résonner un instant. 16 milliards d'années-lumière. C'est immense selon tout critère humain, mais c'est radicalement plus petit que 46 milliards et demi d'années-lumière, qui est le rayon de tout ce que vous pouvez actuellement voir. La différence entre ce que vous pouvez voir et ce que vous pourrez jamais influencer est d'un facteur de près de 3 en rayon, ce qui devient un facteur de plus de 20 en volume, car le volume varie comme le cube du rayon. Faites le calcul honnêtement et il s'avère que, selon le modèle cosmologique standard, seuls environ 5% des galaxies de l'univers observable se trouvent à portée causale de l'humanité. Seuls environ 5% pourraient en principe recevoir un message lancé depuis la Terre aujourd'hui. Les 95% restants, environ 1900 milliards de galaxies, nous sont visibles dans le sens où leur lumière ancienne nous parvient maintenant, mais elles sont définitivement hors de portée de tout ce que nous pourrions jamais envoyer. Leur avenir est déconnecté du nôtre. Leur présent, ou ce que nous appellerions leur présent, n'est pas un lieu que nous pouvons affecter. C'est un lieu que nous pouvons seulement observer. Et même ces chiffres, comme nous le verrons plus loin dans notre voyage, ne décrivent que la limite la plus extrême, le cas d'un signal lumineux lancé à l'instant même. Chaque étape que nous franchissons depuis un simple signal vers une sonde physique, d'une sonde vers un vaisseau rudimentaire, d'un vaisseau vers un établissement humain durable, réduira encore cette région. Chaque étape la réduira considérablement. Voilà la forme de notre récit. La véritable frontière de l'humanité est imbriquée dans des couches successives, comme une série de coquilles concentriques, et chaque coquille est bien plus petite que celle qui l'entoure. La coquille la plus extérieure, l'horizon des particules, est ce que vous pouvez voir. À l'intérieur se trouve l'horizon des événements, ce que vous pourriez jamais affecter. À l'intérieur de celui-ci se trouve la région qu'un véritable engin physique pourrait jamais visiter. À l'intérieur de celle-ci se trouve la région que des êtres humains vivants pourraient jamais atteindre. Et tout au centre se trouve la région où une civilisation reconnaissablement humaine, maintenue à travers les générations, pourrait un jour s'enraciner et rester. Avant d'aller plus loin, assurons-nous d'avoir nommé ces catégories avec une précision absolue, car tout le reste du récit dépend du maintien de leur distinction. Le premier niveau est la réception de lumière ancienne. C'est la forme de contact la plus facile et la seule que nous pratiquons actuellement. Nous pointons un télescope, nous collectons des photons, nous apprenons des choses sur un lieu tel qu'il existait il y a longtemps. Cela ne nous dit rien sur la possibilité de le visiter un jour. Cela nous dit seulement que le message est arrivé jusqu'ici. Le deuxième niveau est l'envoi d'un signal qui finit par arriver. Ce n'est pas la même chose que le premier niveau, et c'est la source d'une confusion interminable. Le simple fait que la lumière d'un lieu nous ait atteint ne signifie pas que notre lumière puisse l'atteindre en retour. L'arrivée de photons anciens est une affirmation sur le passé.
La livraison d'un signal moderne est une affirmation sur l'avenir. Dans un cosmos en expansion accélérée, ce sont des questions entièrement différentes avec des réponses entièrement différentes. Beaucoup des galaxies dont l'ancienne lumière réchauffe nos détecteurs cette nuit sont des galaxies vers lesquelles aucun signal que nous envoyons aujourd'hui n'arrivera jamais. Le troisième niveau est la livraison d'une sonde robotique. Les signaux voyagent à la vitesse de la lumière. Les sondes, non. Tout objet physique possédant une masse doit voyager plus lentement que la lumière. Et de combien plus lentement dépend de la quantité d'énergie que nous pouvons investir dans son accélération. Même une sonde poussée à 99% de la vitesse de la lumière voyage sensiblement plus lentement qu'un simple photon. Et sur des milliards d'années, cette différence devient écrasante. La région de l'univers qu'une sonde lancée aujourd'hui pourrait atteindre est plus petite que la région qu'un signal lumineux pourrait atteindre, parfois considérablement. Le quatrième niveau est la livraison d'êtres humains vivants, ou d'êtres reconnaissablement descendus des humains. Maintenant, nous ajoutons la biologie. Un vaisseau rudimentaire doit transporter de la masse, un système de survie, et la redondance nécessaire pour maintenir des corps organiques fragiles en vie à travers des voyages qui pourraient durer de nombreuses vies humaines. Il doit également décélérer à l'arrivée si l'objectif est un atterrissage plutôt qu'un simple survol. Et la décélération est presque aussi coûteuse que l'accélération. La région atteignable se réduit encore. Le cinquième et dernier niveau est l'établissement d'une colonie durable, un point d'ancrage qui persiste, qui se reproduit, qui reste connecté par quelques fils fragiles de civilisation au monde dont il est issu. C'est le test le plus strict de tous, et la région qu'il satisfait est la plus petite. C'est la région que l'humanité pourrait non seulement visiter, mais véritablement habiter, de manière qu'un futur historien, regardant en arrière, reconnaîtrait comme un avant-poste de notre espèce. Chacun de ces 5 niveaux se trouve à l'intérieur du précédent. Chacun représente un territoire cosmique plus restreint. Chacun répond à une question différente sur ce que nous pouvons considérer comme nôtre. Et chacun d'entre eux est bien plus petit que ce qu'un télescope révèle à votre œil patient. Si vous n'avez jamais rencontré ce cadrage auparavant, voici le moment où le ciel change de forme. La nuit ne ressemble plus à une porte ouverte, elle ressemble à une fenêtre. Vous pouvez voir à travers clairement. Vous pouvez étudier ce qui se trouve au-delà avec un détail exquis. Vous pouvez apprendre sa chimie, son évolution, son histoire violente et son lambalet. Mais la plus grande partie de ce que cette fenêtre révèle est séparée de vous par plus que la distance. Elle est séparée par la géométrie, par la forme même de l'espace-temps, d'une manière qu'aucun moteur ne peut combler. Il y a une dernière subtilité qu'il vaut la peine de semer maintenant, avant de descendre dans les mécanismes de l'expansion dans la prochaine partie de notre voyage. Elle concerne la différence entre la vitesse à travers l'espace et l'expansion de l'espace lui-même. C'est le concept physique qui fait le plus souvent trébucher les néophytes, et il importera énormément par la suite. La relativité d'Einstein interdit à quoi que ce soit de traverser l'espace plus vite que la lumière par rapport à un observateur local. C'est une règle d'airain applicable aux vaisseaux spatiaux, aux signaux, à l'information de toute nature. Mais cette règle ne dit rien sur la vitesse à laquelle l'espace lui-même peut s'étirer. L'espace n'est pas une chose qui se déplace à travers autre chose. C'est la scène sur laquelle tout le reste se déplace. Quand 2 galaxies distantes s'éloignent l'une de l'autre parce que l'espace entre elles est en expansion, aucune des 2 galaxies ne se déplace à travers l'espace plus vite que la lumière, du moins pas depuis son propre cadre de référence local. Et pourtant, la quantité espace neuf apparaissant entre elles peut croître si rapidement que la distance qui les sépare augmente à un rythme dépassant la vitesse de la lumière. Non pas parce que quelque chose file à travers le vide, mais parce que le vide lui-même s'étire. Ce n'est pas une violation de la relativité. C'est une conséquence de la relativité générale, la théorie de la gravitation d'Einstein appliquée à un univers possédant une constante cosmologique non nulle. Et c'est la raison pour laquelle l'horizon cosmologique des événements existe. Si l'espace était statique, un signal lumineux finirait par atteindre n'importe quelle cible, avec suffisamment de temps. Dans un univers en expansion accélérée, ce n'est plus vrai. De l'espace neuf continue d'apparaître entre notre signal et sa cible. Et si la cible est suffisamment éloignée, cet espace neuf apparaît plus vite que le signal ne peut le traverser. Le signal prend du retard, il reste en retard. Il reste en retard pour toujours. Ce qui nous amène à la dernière observation de cette première partie de notre voyage. Une observation qui devrait discrètement remodeler la façon dont vous percevez le ciel nocturne. Presque chaque galaxie que vous pouvez voir dans une image télescopique de champ profond s'éloigne de nous. Cela est connu depuis les travaux d'Edwin Hubble dans les années 1920. Mais voici la vérité plus subtile. La plupart de ces galaxies s'éloignent de nous en ce moment, en termes de distance propre, à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Cette affirmation semble impossible, et si elle concernait un mouvement à travers l'espace, elle le serait. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de la vitesse à laquelle la distance totale jusqu'à ces galaxies augmente actuellement à cause de l'expansion. Les meilleures mesures actuelles suggèrent que toute galaxie à plus d'environ 14 milliards et demi d'années-lumière de distance propre actuelle s'éloigne de manière supraluminique en ce sens. Ce rayon,
La frontière à laquelle la récession correspond exactement à la vitesse de la lumière s'appelle la sphère de Hubble et son rayon est d'environ 14 milliards et demi d'années-lumière aujourd'hui. Remarquez quelque chose d'important. La sphère de Hubble à 14 milliards et demi d'années-lumière n'est pas la même chose que l'horizon cosmologique des événements à 16 milliards d'années-lumière, et ni l'un ni l'autre n'est identique à l'horizon des particules à 46 milliards et demi d'années-lumière. Ces trois frontières sont souvent confondues, même dans les écrits sérieux, et les démêler est l'une des tâches essentielles qui nous attend dans notre voyage. Pour l'instant, gravez ceci dans votre mémoire, il existe des galaxies actuellement en récession plus rapide que la lumière que nous pouvons encore atteindre par un signal. Il existe des galaxies actuellement en récession plus lente que la lumière que nous ne pourrons jamais atteindre. La relation entre la vitesse de récession et l'accessibilité n'est pas celle que votre intuition attend, car le taux d'expansion lui-même change au cours du temps cosmique. Une fois que vous comprenez pourquoi, vous comprenez presque tout sur la forme de la frontière ultime de l'humanité. Nous avons commencé cette partie du voyage avec un ciel simple. Quelques milliers d'étoiles visibles, une douce promesse que l'univers s'étend dans toutes les directions, invitant à l'exploration. Nous la terminons avec quelque chose de plus difficile à accepter. Seule une petite fraction de ce qui brille au-dessus de nous constitue un territoire que nous pourrions jamais atteindre, de quelque manière que ce soit, avec quelque technologie que ce soit, dans quelque durée que ce soit. Le reste est un décor. Un décor magnifique, un décor ancien, un décor scientifiquement inestimable, mais un décor tout de même. Des lieux que nous pouvons étudier mais jamais toucher. Des lieux dont l'avenir est séparé d'une autre par la géométrie même du cosmos que nous partageons. Pour comprendre pourquoi cette géométrie fonctionne ainsi, et pour déterminer exactement où se situent les frontières, nous devons examiner l'expansion elle-même de près. Nous devons voir comment un faisceau de lumière se comporte dans un univers qui s'étire sous ses pieds. Nous devons distinguer les trois horizons qui façonnent notre portée cosmique et comprendre pourquoi l'énergie sombre, plus que tout moteur, fixe la véritable limite de l'avenir de l'humanité. C'est là que la prochaine étape de notre voyage nous emmène, dans les mécanismes étranges et contre-intuitifs d'un cosmos en expansion accélérée, et dans la géométrie de la cage dont nous ne réalisons habituellement pas que nous sommes à l'intérieur. Pour comprendre pourquoi la frontière de l'humanité est tellement plus petite que le ciel visible, nous devons comprendre ce que l'univers fait réellement quand nous disons qu'il est en expansion. Ce mot, expansion, est l'un des termes les plus mal employés de toute la vulgarisation scientifique. Les gens imaginent des galaxies fusant vers l'extérieur à travers un vide préexistant, comme des débris projetés dans l'espace vide par la détonation primordiale du Big Bang. Cette image est fausse d'une manière qui change tout ce qui suit. Si les galaxies étaient simplement en train de filer à travers un espace statique, la question de ce que l'humanité pourrait atteindre se résumerait à une simple arithmétique. Distance divisée par vitesse. Avec suffisamment de temps, tout deviendrait accessible à un voyageur suffisamment patient. Il n'y aurait pas d'horizon permanent, il n'y aurait pas de cage. Mais l'univers ne fait pas cela. Il fait quelque chose de plus étrange. Et pour comprendre pourquoi, nous devons saisir une seule idée élégante. L'espace lui-même a une taille et cette taille change. Représentez-vous la surface d'un ballon avec des points dessinés dessus à l'encre permanente. Chaque point représente une galaxie. Les points ne se déplacent pas sur la surface du ballon. Ils sont collés au caoutchouc. Maintenant, gonflez le ballon. Chaque point reste exactement là où il a été dessiné en termes du caoutchouc local auquel il est fixé. Et pourtant, la distance entre deux points quelconques augmente. Du point de vue de n'importe quel point, tous les autres semblent s'éloigner. Et les points les plus distants s'éloignent plus vite que les plus proches, car il y a plus de caoutchouc en expansion entre eux. Aucun point n'est au centre. Aucun point ne se déplace à travers quoi que ce soit. Et pourtant, les distances entre eux augmentent toutes, car la surface sous eux est en expansion. C'est à peu près ce que fait notre univers tridimensionnel. Les galaxies ne se déplacent pas, dans l'ensemble, à travers l'espace à grande vitesse. Elles restent relativement immobiles dans leur coin local du cosmos, maintenues en place par la gravité de leur propre voisinage. Ce qui se passe, c'est que l'espace entre les galaxies distantes s'étire. De l'espace neuf apparaît entre elles, partout, tout le temps. Et plus deux galaxies sont éloignées, plus il y a de caoutchouc en expansion entre elles, et donc plus elles semblent s'éloigner l'une de l'autre rapidement. Cela nous donne une règle simple et puissante, découverte par Edwin Hubble dans les années 20. La vitesse de récession d'une galaxie est proportionnelle à sa distance. 2 fois plus loin signifie 2 fois plus vite. 10 fois plus loin signifie 10 fois plus vite. Poussez cette relation assez loin et vous arrivez à une distance où la vitesse de récession impliquée égale la vitesse de la lumière elle-même. Cette distance s'appelle le rayon de Hubble. Et aujourd'hui, il se situe à environ 14 milliards et demi d'années-lumière. Les galaxies à cette distance s'éloignent de nous à exactement la vitesse de la lumière en ce moment. Les galaxies plus éloignées s'éloignent plus vite que la lumière. Les galaxies plus proches s'éloignent plus lentement. Si vos instincts vous crient que cela viole la règle d'Einstein selon laquelle rien ne peut voyager plus vite que la lumière, respirez profondément.
Ce n'est pas le cas. La règle d'Einstein interdit à quoi que ce soit de se déplacer à travers l'espace devant un observateur local plus vite que la lumière. Mais la récession des galaxies distantes n'est pas un mouvement à travers l'espace. C'est l'expansion de l'espace lui-même. Personne ne dépasse personne. Le caoutchouc entre les points s'étire. C'est une chose très différente et elle obéit à des règles entièrement différentes. Cette distinction n'est pas un détail technique. C'est la raison pour laquelle toute l'histoire de la portée de l'humanité est plus étrange que la plupart des gens ne le réalisent. Une galaxie qui s'éloigne de nous plus vite que la lumière n'est pas automatiquement inaccessible, et une galaxie qui s'éloigne plus lentement que la lumière n'est pas automatiquement accessible dans le cadre d'une expansion accélérée. Les deux affirmations peuvent être vraies, et les deux sont prodigieusement contre-intuitives. Pour comprendre pourquoi, nous devons maintenant introduire les trois horizons qui façonnent notre réalité cosmique. Trois frontières distinctes, chacune répondant à une question différente, et chacune se situant à un rayon différent dans le ciel. Le premier horizon est l'horizon des particules, que nous avons brièvement rencontré un peu plus tôt dans notre voyage. C'est la frontière entre les sources dont la lumière nous est déjà parvenue et les sources dont la lumière n'est pas encore arrivée. Sa distance propre actuelle est d'environ 46 milliards et demi d'années-lumière. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette frontière constitue ce que nous appelons l'univers observable. C'est la région depuis laquelle une quelconque information est parvenue à la Terre depuis le début du temps cosmique. Quand vous regardez le champ ultra-profond de Hubble ou une image de champ profond de Webb et que vous comptez les galaxies, vous comptez des objets à l'intérieur de l'horizon des particules. Le deuxième horizon est la sphère de Hubble. Son rayon est aujourd'hui d'environ 14 milliards et demi d'années-lumière en distance propre. Toute galaxie actuellement plus distante que le rayon de Hubble possède en ce moment même une vitesse de récession qui dépasse la vitesse de la lumière, en raison de l'étirement de l'espace entre nous et elle. Toute galaxie plus proche que le rayon de Hubble a en ce moment une vitesse de récession inférieure à la vitesse de la lumière. La sphère de Hubble est souvent confondue avec la frontière de l'accessibilité. Mais elle n'est absolument pas cette frontière. Elle est simplement un instantané de l'endroit où tombe la ligne récession égale vitesse de la lumière, aujourd'hui. Le troisième horizon est celui qui compte le plus pour la frontière de l'humanité. Et c'est celui dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Il s'appelle l'horizon cosmologique des événements. Sa distance propre actuelle est d'environ 16 milliards d'années-lumière. Cet horizon ne concerne pas d'où la lumière est venue, ni où la récession correspond à la vitesse de la lumière aujourd'hui. Il concerne l'endroit où, si nous envoyons un signal maintenant, ce signal pourra un jour finir par arriver. Toute cible à l'intérieur de l'horizon des événements peut en principe être atteinte par un signal lumineux lancé aujourd'hui, si nous attendons assez longtemps. Toute cible à l'extérieur de l'horizon des événements ne pourra jamais être atteinte par un signal lancé aujourd'hui. Peu importe combien de temps nous attendons, peu importe quelle technologie nous inventons, peu importe quel avenir nous construisons. Ces trois horizons sont tous différents. Et comprendre pourquoi est la clé pour comprendre ce que l'humanité peut et ne peut jamais affecter. Remarquez immédiatement quelque chose d'étrange. La sphère de Hubble se situe à 14 milliards et demi d'années-lumière. L'horizon des événements se situe à 16 milliards d'années-lumière. L'horizon des événements est plus éloigné que la sphère de Hubble. Cela signifie qu'il existe des galaxies actuellement en récession plus rapide que la lumière, situées entre 14 milliards et demi et 16 milliards d'années-lumière, dont nous pouvons encore toucher l'avenir. Un signal que nous envoyons aujourd'hui peut encore les atteindre, même si la distance qui nous en sépare augmente plus vite que le signal lui-même ne peut voyager en ce moment. Comment est-ce possible? La réponse est d'une subtilité magnifique. Le photon que nous envoyons aujourd'hui perd actuellement du terrain. Oui, de l'espace neuf s'ouvre entre lui et sa cible plus vite que le photon ne peut traverser la distance intermédiaire à l'instant présent. Mais le taux d'expansion n'est pas le même en tous les points du futur trajet du photon. À mesure que le photon voyage vers l'extérieur, il entre dans des régions où l'expansion locale de Hubble, une fois corrigée du mouvement de la cible, lui permet de regagner du terrain. Au cours du temps cosmique, l'équilibre se déplace. Le photon finit par rattraper son retard. Le signal arrive. Il faut simplement un temps vertigineux pour y parvenir. Parfois des dizaines, voire des centaines de milliards d'années. Et il arrive dans une galaxie qui a entre-temps reculé à une distance propre immensément supérieure à 16 milliards d'années-lumière. Mais il arrive. Pour rendre cela concret, imaginez un photon lancé aujourd'hui vers une galaxie située à 15 milliards d'années-lumière de distance propre actuelle. Cette galaxie se trouve à l'intérieur de l'horizon des événements, mais tout juste, et elle s'éloigne actuellement de nous à une vitesse légèrement supérieure à celle de la lumière. Pendant le premier milliard d'années de son trajet, le photon prend véritablement du retard. L'écart entre lui et sa cible s'élargit réellement, même si le photon voyage à la vitesse de la lumière dans l'espace local qu'il occupe. D'un point de vue extérieur, cela ressemble à une course sans espoir. Le coureur est plus lent que sa cible en fuite, et la distance entre eux ne cesse de s'ouvrir. Mais quelque chose change discrètement au fil des milliards d'années. Le photon avance dans des régions de l'espace où, par rapport à ces régions locales,
La galaxie cible s'éloigne à une vitesse moindre. C'est parce que, dans la description cosmologique utilisée par les physiciens, la vitesse de récession pertinente n'est pas mesurée par rapport à la Terre. Elle est mesurée par rapport au morceau d'espace local que le photon traverse actuellement. Et à mesure que le photon avance vers l'extérieur, le cadre local qu'il occupe commence à rattraper le cadre que la galaxie cible occupe. L'écart commence à se réduire, lentement d'abord, puis de façon plus décisive. Finalement, après peut-être 50, 70 ou 100 milliards d'années selon les conditions précises, le photon franchit la dernière distance restante et arrive. Au moment où il arrive, la galaxie cible a reculé en distance propre par rapport à la Terre à quelque chose de bien supérieur à 15 milliards d'années-lumière, peut-être des centaines de milliards d'années, peut-être des milliers de milliards. Le photon est délivré à une galaxie qui n'est plus là où elle semblait être quand le message a été envoyé, mais il est délivré quand même. Voilà le triomphe contre-intuitif d'un photon à l'intérieur de l'horizon des événements, et c'est la raison pour laquelle la frontière de l'accessibilité se trouve plus loin que la frontière où la récession égale aujourd'hui la vitesse de la lumière. Considérons maintenant une galaxie située juste à l'extérieur de l'horizon des événements, à disons 17 milliards d'années-lumière de distance propre actuelle. Cette galaxie s'éloigne plus vite que la lumière aujourd'hui, exactement comme la cible à 15 milliards d'années-lumière. Mais cette fois, l'expansion de l'espace entre nous et elle croît trop rapidement, pour toujours. Chaque année, plus d'espace neuf apparaît entre le photon et la cible que le photon ne peut en franchir. Le déficit du photon s'accroît sans cesse. Il ne comble jamais l'écart. Il n'arrive jamais, jamais. Et aucune ingénierie future, aucune technologie future, aucune civilisation future ne peut y remédier, car ce déficit est inscrit dans la géométrie même de l'espace-temps. Voilà la cage. Voilà la frontière qui définit l'ultime frontière de l'humanité. Pas l'horizon des particules à 46 milliards et demi d'années-lumière. Pas la sphère de Hubble à 14 milliards et demi d'années-lumière. L'horizon cosmologique des événements à environ 16 milliards d'années-lumière de distance propre actuelle. Prenez un moment pour ressentir le poids de cette réalité. Des 2000 milliards de galaxies à l'intérieur de l'univers observable, seule une petite fraction se trouve à l'intérieur de l'horizon des événements de 16 milliards d'années-lumière. Quand vous faites le calcul honnêtement, en utilisant les volumes des deux sphères et la distribution moyenne des galaxies à l'intérieur, vous trouvez que seuls environ 5% des galaxies visibles tombent à l'intérieur de la région que nous pourrions jamais affecter. Même avec un signal se déplaçant à la vitesse ultime du cosmos, 95% de ce que vous pouvez voir, environ 1900 milliards de galaxies, sont déjà au-delà de nous. Leurs avenirs sont coupés d'une autre par la géométrie même de l'univers que nous partageons. Mais avant de poursuivre, nous devons répondre à une question cruciale. Qu'est-ce qui crée l'horizon des événements en premier lieu? Pourquoi en existe-t-il un? Dans un univers sans énergie sombre, où l'expansion cosmique ralentissait sous l'effet de l'attraction gravitationnelle de la matière, la réponse serait différente. Dans cet univers, un signal lumineux lancé aujourd'hui pourrait finir par atteindre essentiellement n'importe quelle cible, avec suffisamment de patience. Il n'y aurait pas de ligne permanente. L'horizon des particules grandirait sans cesse, révélant de plus en plus du cosmos, et la portée ultime de l'humanité ne serait limitée que par la biologie, l'ingénierie et le temps. Elle ne serait pas limitée par la géométrie. L'horizon des événements existe parce que notre univers n'est pas seulement en expansion, il accélère. Et il accélère à cause de l'énergie sombre. L'énergie sombre est le nom provisoire que nous utilisons pour désigner ce qui provoque l'accélération de l'expansion de l'univers au fil du temps cosmique. Elle a été découverte à la fin des années 90, quand deux équipes indépendantes d'astronomes étudiant des explosions de supernovae lointaines, comme des marqueurs cosmiques standards, ont réalisé que la lumière de ces explosions était plus faible qu'elle n'aurait dû l'être si l'univers s'expandait à un rythme constant ou ralentissait. La seule interprétation raisonnable était que l'expansion de l'univers s'accélérait depuis plusieurs milliards d'années, poussée par une composante inconnue qui se comporte comme une forme d'énergie tissée dans le tissu même de l'espace vide. La découverte a valu le prix Nobel de physique en 2011 et a réécrit notre compréhension du cosmos. Selon le meilleur modèle ajusté actuel, appelé lambda CDM, matière noire froide avec constante cosmologique, l'énergie sombre représente environ 69% du contenu énergétique total de l'univers. La matière, tant ordinaire que sombre, constitue le reste. Si l'énergie sombre est véritablement une constante cosmologique, c'est-à-dire qu'elle a la même valeur partout et à toute époque, alors le destin de l'univers est essentiellement verrouillé. L'expansion continuera d'accélérer indéfiniment. L'horizon des événements restera approximativement là où il se trouve actuellement, à 16 milliards d'années-lumière de distance propre, définissant une frontière permanente autour de ce que l'humanité pourrait jamais influencer. Tout ce qui se trouve actuellement à l'extérieur de cette frontière est perdu pour nous, pour toujours. Tout ce qui se trouve actuellement à l'intérieur reste en principe atteignable par un signal lumineux si nous saisissons cette possibilité assez tôt. Mais c'est ici que le récit acquiert une véritable et honnête incertitude, et l'honnêteté exige que nous la nommions clairement.
Au cours des dernières années, de nouvelles observations provenant de l'instrument spectroscopique de l'énergie sombre, connu sous le nom de DESI, ont laissé entrevoir que l'énergie sombre pourrait ne pas être exactement constante après tout. La collaboration DESI a publié des résultats, plus récemment en 2024 et 2025, suggérant que lorsque ces données sont combinées avec d'autres mesures cosmologiques, telles que le fond diffus cosmologique et les supernovae de type IA, il existe une préférence à un niveau de signification statistique allant de 2 à près de 4 écarts-types selon l'analyse, pour une énergie sombre qui évolue au cours du temps cosmique. Plus précisément, les résultats suggèrent une énergie sombre qui était quelque peu plus forte dans le passé et qui pourrait s'affaiblir aujourd'hui. Ce n'est pas une découverte confirmée. 2 à 4 écarts-types, c'est intriguant mais pas concluant. Des effets systématiques, des questions de calibration et des problèmes d'interprétation statistique pourraient modifier le tableau à mesure que de nouvelles données arriveront de DESI lui-même, du télescope spatial Euclide et d'autres relevés à venir. Si l'effet s'avère réel, cela changerait notre réponse concernant la frontière de l'humanité de manière que nous explorerons soigneusement plus tard. S'il s'avère être une fluctuation statistique ou un artefact systématique, le modèle cosmologique standard avec son énergie sombre constante reste la meilleure description dont nous disposions. Pour la suite de notre voyage à travers la physique, et pour la majeure partie de ce qui suit, nous traiterons le modèle standard comme notre cas de référence. C'est le choix le plus conservateur, cohérent avec essentiellement toutes les observations majeures. Nous reviendrons au scénario alternatif plus tard. Selon le modèle standard, voici donc le tableau. L'horizon des événements à 16 milliards d'années-lumière définit la limite causale absolue pour tout ce qui est lancé depuis la Terre aujourd'hui. Au-delà de cette frontière, aucun signal, aucune sonde, aucun message et aucun voyageur ne pourrait jamais arriver. À l'intérieur de cette frontière se trouve la région que l'humanité pourrait en principe affecter. Et au sein de cette région, nous devons maintenant poser une question bien plus incisive. Pas jusqu'où un signal lumineux pourrait aller, mais jusqu'où un engin physique, une sonde ou une colonie pourrait réellement se rendre. C'est ici que nous commençons à voir pourquoi la frontière de ce que nous pourrions jamais influencer, la région qu'un signal pourrait traverser, est très différente de la région qu'un vaisseau spatial physique pourrait traverser. Et pour voir la différence, nous devons réfléchir soigneusement à ce qu'un vaisseau spatial doit réellement accomplir. Un signal lumineux est un photon. Il n'a ni masse, ni besoin de carburant, ni système de survie, ni nécessité de ralentir à la fin de son voyage. Il quitte la Terre et voyage à la vitesse de la lumière à travers l'espace local qu'il occupe à chaque point de son trajet. Rien n'a besoin d'être accéléré. Rien n'a besoin d'être décéléré. Le voyage du photon est le plus simple des voyages cosmiques possibles. Un vaisseau spatial n'est en rien comparable à un photon. Il a une masse. Chaque gramme de cette masse doit être accéléré jusqu'à la fraction de la vitesse de la lumière requise par la mission. Et cela coûte de l'énergie. Si l'objectif de la mission est d'arriver plutôt que de simplement survoler, le vaisseau doit décélérer à la destination, ce qui coûte une quantité d'énergie comparable. Plus le vaisseau doit aller vite, plus le coût énergétique devient brutal, et ce coût n'est pas linéaire. Il augmente fortement, puis de façon hyperbolique, à mesure que la vitesse du vaisseau approche celle de la lumière, parce que les effets relativistes signifient que pousser un objet plus près de la vitesse de la lumière nécessite des quantités d'énergie toujours croissantes pour chaque incrément supplémentaire de vitesse. Atteindre 90% de la vitesse de la lumière est difficile. Atteindre 99% est bien plus difficile. Atteindre 99,9% l'est davantage encore. Et la limite de la vitesse de la lumière elle-même est inaccessible en principe pour tout objet possédant une masse. Supposons, pour les besoins de l'argument, que l'humanité développe une technologie capable de propulser une sonde à une grande fraction de la vitesse de la lumière. Peut-être 80%, peut-être 90%, peut-être même, dans un avenir extraordinaire, 99%, en utilisant quelque chose comme une voile laser, un moteur à antimatière ou un statoréacteur à fusion. Qu'est-ce que cela nous apporte concrètement en termes de portée? La réponse est que même une sonde à 99% de la vitesse de la lumière lancée aujourd'hui prend du retard sur un photon lancé aujourd'hui. Et ce retard s'accumule au fil du temps cosmique. Un photon atteint en principe tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'horizon des événements à 16 milliards d'années-lumière. Une sonde à 99% de la vitesse de la lumière atteint une région plus petite, parce qu'à chaque point de son trajet, elle perd du terrain sur le photon d'1% de la vitesse de déplacement. Sur des milliards d'années, cet écart devient énorme. La sonde atteint moins de galaxies que le photon. Beaucoup de galaxies qu'un signal lumineux lancé aujourd'hui pourrait atteindre sont des galaxies que la sonde ne peut pas atteindre. La région accessible se réduit. Si la sonde voyage à 90% de la vitesse de la lumière, la région accessible se réduit davantage. À 50% de la vitesse de la lumière, elle se réduit considérablement. Aux vitesses des technologies de propulsion réalistes que nous pouvons imaginer aujourd'hui selon la physique connue, la région accessible s'effondre vers quelque chose de bien plus petit que 16 milliards d'années-lumière.
Et il y a une pénalité supplémentaire que la plupart des gens n'envisagent jamais. On l'appelle la pénalité de retard, et c'est l'une des idées les plus accablantes de toute la discussion future de l'humanité. Chaque année que l'humanité attend avant de lancer, la région accessible se réduit. Une sonde lancée aujourd'hui peut atteindre une galaxie tout au bord de la région affectable. Une sonde lancée 1 million d'années plus tard, visant la même galaxie, ne peut pas l'atteindre. Dans le million d'années intermédiaire, cette galaxie a reculé au-delà de l'horizon des événements par rapport à un lancement effectué à la date ultérieure, parce que l'horizon des événements se réduit effectivement dans le référentiel comobile à mesure que le temps passe et que l'expansion continue. C'est l'un des faits philosophiquement les plus étranges de notre situation cosmologique. Chaque génération de l'humanité ou de toute civilisation successeur qui retarde son départ perd du territoire potentiel. L'univers n'attend pas, il s'expande quoi que nous fassions, et l'horizon de ce que nous pourrions jamais toucher, si jamais nous choisissions d'essayer, recule lentement mais inexorablement chaque année où nous restons sur Terre. Remarquez ce que cela implique. La question de la portée de l'humanité n'est pas seulement une question de physique et d'ingénierie. C'est aussi une question de chronologie. Une civilisation qui s'étend tôt peut atteindre des lieux qu'une civilisation qui s'étend tardivement ne peut pas atteindre. Une civilisation qui ne s'étend jamais du tout peut en principe encore affecter la région à l'intérieur de l'horizon des événements actuels, mais seulement en lançant des signaux ou des sondes automatisées sur une échelle de temps cosmique. Il y a une fenêtre. Elle est immense selon les critères humains, large de dizaines ou de centaines de milliards d'années, mais elle n'est pas infinie. Et plutôt dans cette fenêtre, nous choisissons de bouger, plus vaste est le territoire qui reste à notre disposition. Nous nous trouvons maintenant à la frontière extérieure de la portée causale de l'humanité. L'horizon cosmologique des événements, situé à environ 16 milliards d'années-lumière de distance propre actuelle, définit la frontière absolue de tout ce que nous pourrions jamais influencer en utilisant n'importe quelle technologie, y compris un signal voyageant à la vitesse exacte de la lumière. À l'intérieur de cette frontière se trouve une région contenant environ 100 milliards de galaxies. À l'extérieur se trouvent plus d'1,5 milliard de galaxies, dont les avenirs sont définitivement coupés d'une autre. Peu importe ce que nous construisons, peu importe ce que nous tentons. Ce nombre, 100 milliards de galaxies, est stupéfiant selon tout critère humain. Et pourtant, il ne représente que la coquille la plus extérieure de notre image imbriquée. Tout ce que nous avons décrit jusqu'à présent suppose un signal se déplaçant à la vitesse de la lumière elle-même. Et cette hypothèse est généreuse à l'extrême. Elle ignore les réalités physiques de la construction d'un vaisseau spatial. Elle ignore la biologie des êtres qui pourraient voyager à l'intérieur d'un tel vaisseau. Elle ignore la fragile continuité institutionnelle nécessaire pour maintenir une civilisation à travers le temps cosmique. Nous commençons maintenant le long et humble processus de progression vers l'intérieur à travers les coquilles. Depuis la frontière causale en descendant jusqu'à la frontière pratique, et finalement jusqu'à la région que l'humanité pourrait véritablement habiter. Commençons par l'amélioration la plus simple possible au-delà d'un simple signal, une sonde automatisée. Un signal transporte de l'information, mais rien d'autre. Une sonde transporte de l'information, de la masse, des instruments et la capacité d'agir à sa destination. Même la sonde la plus simple, un explorateur robotique sans équipage, doit surmonter un obstacle qu'un photon ne rencontre jamais. Elle doit être accélérée jusqu'à la fraction de la vitesse de la lumière à laquelle elle voyagera, en utilisant de l'énergie embarquée ou fournie de l'extérieur. Et chaque once de masse qu'elle transporte multiplie ce coût énergétique. Commençons avec optimisme. Imaginons qu'une future civilisation ait développé un système de propulsion capable d'accélérer une sonde à 99% de la vitesse de la lumière. C'est bien au-delà de tout ce que l'humanité peut actuellement réaliser. Mais accordons-le pour les besoins de l'argument. Quelle proportion de la région causalement accessible une telle sonde peut-elle atteindre? La réponse est plus petite que ce que la plupart des gens attendent. Selon le modèle cosmologique standard, une sonde lancée aujourd'hui à 99% de la vitesse de la lumière peut atteindre essentiellement toute galaxie se trouvant bien à l'intérieur de l'horizon des événements. Mais elle échoue en bordure. Toute galaxie située près de la frontière causale, où un photon arriverait que de justesse après des dizaines ou des centaines de milliards d'années de voyage, est une galaxie que la sonde à 99% ne peut absolument pas atteindre. Le photon est plus rapide. Ce manque d'1%, composé à travers le temps cosmique, suffit à perdre entièrement la coquille la plus extérieure de la région affectable. L'univers atteignable par la sonde est plus petit que celui du photon d'une marge notable, mais pas catastrophiquement. Peut-être 95% des galaxies qu'un signal lumineux pourrait atteindre sont aussi atteignables par la sonde à 99%, si nous sommes prêts à attendre assez longtemps pour l'arrivée. Cela nous laisse encore environ 95 milliards de galaxies à l'intérieur de la frontière pratique d'une sonde automatisée proche de la vitesse de la lumière. Maintenant, réduisons la vitesse. Supposons que notre sonde voyage à 90% de la vitesse de la lumière. La région accessible se réduit notablement.
Peut-être 80 milliards de galaxies restent accessibles, toujours en admettant des temps d'arrivée mesurés en dizaines de milliards d'années. Réduisons la vitesse à 50% de la vitesse de la lumière. La région accessible s'effondre davantage, descendant à peut-être 40 ou 50 milliards de galaxies. Réduisons-la à 10% de la vitesse de la lumière, ce qui est plus proche de ce que la physique à court terme pourrait raisonnablement permettre en utilisant quelque chose comme une voile laser. Et le nombre chute encore. La frontière d'une sonde lente n'est qu'une fraction de ce qu'un photon pourrait réaliser, parce que chaque année de voyage plus lent est une année durant laquelle la galaxie cible a reculé davantage, parfois suffisamment pour glisser au-delà de la frontière effective. Il y a un second obstacle auquel toute sonde physique fait face, que la plupart des discussions occasionnelles sur le voyage interstellaire ignorent simplement, et il mérite d'être nommé clairement. C'est le problème de la décélération. Atteindre une cible lointaine n'est pas la même chose que d'y arriver. Une sonde qui passe en trombe devant sa galaxie cible à 50% de la vitesse de la lumière n'est pas, en aucun sens significatif, arrivée. Elle a tout au plus pris un aperçu fugace de la destination en route vers ailleurs. Si l'objectif de la mission est d'explorer, de construire, de coloniser, ou d'établir une quelconque présence durable, la sonde doit ralentir. Elle doit dissiper l'énorme énergie cinétique accumulée durant l'accélération. Et elle doit le faire d'une manière qui la laisse intacte et fonctionnelle à l'arrivée. Ce problème n'est pas un détail mineur. Il double approximativement le budget énergétique de toute mission interstellaire, car ralentir depuis une fraction donnée de la vitesse de la lumière requiert essentiellement la même quantité d'énergie que d'accélérer jusqu'à cette fraction. Et contrairement à l'accélération, la décélération ne peut pas toujours être accomplie en transportant du carburant. Si une sonde est propulsée à vitesse relativiste par un système externe, comme un gigantesque réseau de lasers ancrés dans notre système solaire, ce système externe ne peut pas aider à l'autre bout. La sonde est seule. Elle doit emporter son propre mécanisme de décélération, ou en trouver un à la destination, ou accepter qu'elle n'arrivera jamais véritablement. Maintenant, ajoutons la prochaine couche de difficulté. Remplaçons la sonde par un vaisseau rudimentaire transportant des êtres vivants. Un vaisseau spatial rudimentaire est un animal bien différent d'une sonde, et pas de manière triviale. Il doit transporter un système de survie, un blindage contre le rayonnement, de la nourriture, de l'eau, un recyclage des déchets, des systèmes redondants, des installations médicales, et l'infrastructure physique nécessaire pour maintenir des êtres biologiques conscients en vie à travers un voyage qui peut durer de nombreuses vies humaines. Toute cette masse doit être accélérée, décélérée et maintenue. Le coût énergétique pour propulser un vaisseau rudimentaire à des vitesses relativistes est immensément supérieur au coût de propulsion d'une simple sonde à la même vitesse, parce que le vaisseau est immensément plus massif. Chaque tonne de blindage, chaque tonne de consommables, chaque tonne de structure d'habitat doit être poussée à cette même fraction de la vitesse de la lumière, puis ralenti au repos à la destination. Mais les problèmes de masse et d'énergie ne sont pas les seules difficultés. Il y a aussi le problème de la survie. Un vaisseau voyageant à 99% de la vitesse de la lumière à travers le milieu interstellaire et intergalactique rencontre des atomes d'hydrogène ordinaires, des grains de poussière et des particules de rayons cosmiques à une énergie apparente équivalente au rayonnement gamma. Chaque atome sur son chemin devient un projectile. Se protéger contre ce bombardement à travers un voyage de dizaines de milliards d'années n'est pas un problème résolu, ni même un problème bien posé. Il n'est pas évident qu'un vaisseau rudimentaire pourrait survivre au voyage relativiste à de telles vitesses sur de telles durées, même si nous pouvions l'accélérer en premier lieu. Puis il y a le problème de la continuité biologique. Les êtres humains vivent au mieux environ un siècle. Un voyage à travers des distances cosmiques, même à des vitesses relativistes, s'étendra sur de nombreuses générations du point de vue de l'équipage. La dilatation du temps aide ici. Un équipage voyageant à 99% de la vitesse de la lumière expérimente environ un septième du temps écoulé à bord par rapport à un observateur extérieur. À 99,9%, le rapport est d'environ un 22e. À 99,99%, environ un 70e. Poussez ces chiffres et vous pouvez en principe traverser de vastes distances cosmiques en une seule vie d'équipage du point de vue des voyageurs. Mais l'univers extérieur et tout ce qu'ils ont laissé derrière eux vieillit de dizaines ou de centaines de milliards d'années. La civilisation qui les a lancés aura été transformée au-delà de toute reconnaissance ou aura pris fin bien avant leur arrivée. Pour les équipages voyageant à des vitesses trop faibles pour une dilatation temporelle significative, le tableau devient pire d'une manière différente. Les vaisseaux génération, des vaisseaux transportant une communauté humaine autonome à travers des voyages durant des milliers ou des millions d'années, doivent maintenir une société fonctionnelle, un écosystème fonctionnel et une base technologique fonctionnelle sur des échelles de temps qu'aucune civilisation humaine n'a jamais approchées. Un vaisseau génération doit réussir en matière de continuité culturelle, biologique et mécanique sur des échelles de temps éclipsant toute l'histoire enregistrée. Si cela est réalisable, n'est pas une question à laquelle la physique peut répondre.
C'est une question de biologie, de sociologie et de résilience ingéniérique à long terme. Il y a une stratégie astucieuse qui échappe partiellement à certaines de ces contraintes. C'est l'idée des sondes autoréplicantes, parfois appelées sondes de von Neumann, d'après le mathématicien John von Neumann qui a le premier analysé le concept général. L'idée est simple, du moins dans ses grandes lignes. Au lieu d'envoyer une seule grande mission vers une cible distante, nous envoyons une petite sonde automatisée capable d'atteindre un système stellaire voisin, d'exploiter les ressources locales et de construire des copies d'elle-même. Chaque copie part ensuite vers son propre ensemble de cibles. Le nombre de sondes croît de manière exponentielle et le front d'expansion du réseau de sondes peut en principe balayer une région énorme du cosmos bien plus rapidement qu'un seul vaisseau ne pourrait atteindre ne serait-ce qu'une seule cible. Les sondes autoréplicantes ont un avantage décisif. Elles n'ont pas besoin de transporter la masse d'une civilisation entière à travers des distances cosmiques. Elles n'ont besoin de transporter que la masse d'une seule unité autoréplicante, accompagnée des spécifications de conception de ce qu'elle est censée construire à chaque destination. Le reste est fabriqué localement. Cela réduit considérablement le coût énergétique de chaque mission individuelle et cela signifie que le front d'expansion peut avancer à une vitesse limitée principalement par la vitesse des sondes individuelles plutôt que par le coût de chaque étape. Si une civilisation peut construire des sondes autoréplicantes et les lancer à, disons, 10% de la vitesse de la lumière, le front d'expansion se répand à travers la région affectable à 10% de la vitesse de la lumière. Sur quelques dizaines de milliards d'années, un tel front pourrait balayer une fraction substantielle de l'univers causalement accessible. Si les sondes sont capables d'établir des habitats et finalement de délivrer du matériel génétique humain ou des embryons, pour reconstitution aux destinations, le front de colonisation pourrait en principe suivre derrière. Prenons maintenant du recul et mettons des chiffres sur les coquilles imbriquées que nous avons introduites plus tôt, au moins en ordre de grandeur approximatif, afin de voir clairement la forme complète de la frontière de l'humanité. La coquille la plus extérieure est l'univers observable. Son rayon est d'environ 46 milliards et demi d'années-lumière en distance propre. Il contient environ 2000 milliards de galaxies. C'est ce que nous pouvons voir. Ce n'est pas ce que nous pouvons atteindre. La coquille suivante vers l'intérieur est la région causale définie par l'horizon cosmologique des événements à environ 16 milliards d'années-lumière de distance propre selon le modèle standard. Elle contient environ 100 milliards de galaxies, soit environ 5% de l'univers visible. C'est la région qu'un signal lumineux lancé aujourd'hui pourrait jamais affecter. Elle représente la borne supérieure absolue de la portée cosmique de l'humanité et aucune technologie d'aucune sorte ne peut l'étendre, car elle est fixée par la géométrie de l'espace-temps lui-même. À l'intérieur de cette coquille se trouve la région atteignable par des sondes automatisées à une fraction réaliste de la vitesse de la lumière. Si nous supposons une sonde très optimiste à 99% de la vitesse de la lumière, cette coquille capture peut-être 95% de la région causale, de l'ordre de 95 milliards de galaxies. Si nous supposons des vitesses plus modestes, disons 10% de la vitesse, la coquille se réduit à peut-être quelques milliards de galaxies. Si nous supposons des vitesses réalisables avec la technologie prévisible à court terme, peut-être 1 à 5% de la vitesse de la lumière, la coquille se réduit encore à peut-être quelques centaines de millions de galaxies, voire moins. À l'intérieur de la coquille des sondes se trouve la région atteignable par des vaisseaux rudimentaires. Celle-ci est plus petite encore. Les vaisseaux rudimentaires sont plus lourds, plus complexes et plus fragiles que les sondes. Leurs limites de vitesse pratiques sont inférieures. Leurs défis d'ingénierie sont plus ardus et leur probabilité d'arriver réussie à une cible donnée est bien moindre. Une estimation généreuse pourrait placer la frontière des vaisseaux rudimentaires à peut-être quelques pourcents de la frontière des sondes en volume. À l'intérieur de la coquille des vaisseaux rudimentaires se trouve la région de colonisation effective, où une présence humaine durable pourrait être établie et maintenue. C'est la coquille la plus interne et la plus petite de toutes, et estimer sa taille honnêtement exige une humilité considérable. Selon des hypothèses optimistes concernant la technologie des sondes autoréplicantes, la colonisation en aval et la persistance civilisationnelle à travers des échelles de temps éclipsant. L'histoire humaine, la frontière de colonisation pourrait englober quelques milliards de galaxies. Selon des hypothèses plus conservatrices, elle pourrait être bien plus petite, peut-être des milliers ou des millions de galaxies plutôt que des milliards. Selon des hypothèses pessimistes, où le voyage interstellaire rudimentaire s'avère impraticable et où la colonisation reste confinée au système stellaire voisin, la frontière de colonisation pourrait être considérablement plus réduite encore, peut-être limitée à notre propre galaxie, la Voie lactée, ou au voisinage immédiat du groupe local. Deux caractéristiques de ce tableau sont robustes, et elles comptent énormément. La première est que chaque coquille est bien plus petite que celle qui l'entoure. Quelles que soient vos hypothèses, la région que l'humanité pourrait visiter est une fraction infime de la région que l'humanité peut voir. La région que l'humanité pourrait coloniser est une fraction infime de la région que l'humanité pourrait visiter.
Et même les estimations les plus optimistes de colonisation nous confinent à un petit sous-ensemble de l'univers causal, qui n'est lui-même que 5% de l'univers visible. La seconde est que toute cette arithmétique dépend du moment où nous commençons. La pénalité de retard est réelle. Elle se moque de savoir si nous la trouvons juste. Chaque année où nous restons confinés à la Terre est une année durant laquelle la région accessible se réduit. Nous avons calculé, aussi bien que nous le pouvions, quelle fraction du cosmos l'humanité pourrait jamais affecter, visiter et habiter. Nous avons trouvé que la réponse est simultanément immense et douloureusement contrainte. Immense selon tout critère d'expérience humaine. Douloureusement contrainte par rapport à ce que nos télescopes révèlent. Maintenant, nous devons demander ce que cette réponse signifie, comment elle dépend de la cosmologie que nous sommes encore en train d'affiner, et ce qu'elle dit de la place ultime de notre espèce dans un univers qui est majoritairement et définitivement hors de portée. Énonçons le verdict en une seule phrase limpide. Selon notre meilleur modèle cosmologique actuel, l'humanité pourrait à terme atteindre une région immense de l'univers contenant plus de galaxies que n'importe quelle civilisation ne pourrait significativement explorer. Et pourtant, cette région ne représente qu'une mince fraction de tout ce qui est visible. Et la région que nous pourrions effectivement coloniser est plus petite encore. L'univers observable n'est pas l'héritage de l'humanité. C'est notre vue. Notre héritage, quoi que nous choisissions d'en faire, réside à l'intérieur d'une frontière bien plus serrée. Et au-delà de cette frontière se trouvent des galaxies dont nous pouvons recueillir la lumière ancienne, mais dont nous ne pourrons jamais toucher l'avenir. Maintenant, reconnaissons que tout ce que nous avons discuté, depuis la frontière causale en descendant jusqu'à la frontière de colonisation, dépend de la justesse approximative de notre modèle cosmologique actuel dans ses prédictions pour l'avenir lointain. Nous avons supposé que l'énergie sombre se comporte comme une constante cosmologique, que l'expansion continue d'accélérer approximativement au rythme actuel et que l'horizon des événements reste proche de 16 milliards d'années-lumière de distance propre, essentiellement pour toujours. Explorons les trois principaux scénarios. Le premier est le modèle standard, dans lequel l'énergie sombre est une véritable constante cosmologique. L'horizon des événements reste proche de 16 milliards d'années-lumière essentiellement pour toujours. Le deuxième scénario est ce qui se passe si l'énergie sombre est plus faible que ce que le modèle standard suppose, ou si elle s'affaiblit au cours du temps. Dans ce cas, l'accélération de l'expansion cosmique ralentit et l'horizon des événements se déplace effectivement vers l'extérieur. Des objets qui auraient été définitivement hors de portée selon le modèle standard pourraient dans ce scénario devenir accessibles. Dans la version la plus extrême de ce scénario, si l'énergie sombre s'affaiblit considérablement ou finit par inverser son signe, l'horizon des événements pourrait se dissoudre entièrement et la région accessible pourrait s'étendre pour englober essentiellement tout l'univers observable, avec suffisamment de temps cosmique. Le troisième scénario est l'inverse. Si l'énergie sombre est plus forte que ce que le modèle standard suppose, ou si elle se renforce au cours du temps vers ce que les physiciens appellent l'énergie fantôme, alors l'accélération de l'expansion augmente plus rapidement et l'horizon des événements se rétrécit. La région accessible se contracte. Dans la version la plus extrême de ce scénario, le renforcement de l'énergie sombre finit par déchirer non seulement les amas de galaxies, mais les galaxies individuelles, et finalement les étoiles individuelles et même les atomes, dans un scénario appelé le Big Rip. La position honnête, au vu des données actuelles, est que le modèle standard reste notre meilleure estimation, et le résultat le plus probable est que la frontière se trouve à proximité de l'endroit où nous l'avons placée. Mais la gamme de scénarios cohérents avec l'observation couvre approximativement un facteur 10 dans la taille de la région accessible. Notre verdict sur l'avenir cosmique de l'humanité est une distribution de probabilités, pas un nombre unique. Maintenant, venons-en à la question plus profonde. Que signifie tout cela? Il y a une tentation, confrontée à ces chiffres, de glisser vers l'une des deux réponses faciles. La première est le nihilisme désinvolte. L'humanité est si petite comparée à l'univers que notre existence est dénuée de sens. La seconde réponse facile est l'excès dans l'autre direction. L'avenir de l'humanité est illimité. Si nous pouvions atteindre 100 milliards de galaxies, ce nombre est si grand qu'il pourrait aussi bien être infini. 100 milliards de galaxies n'est pas l'infini. C'est un nombre spécifique et borné. La réponse honnête, celle qui rend justice à ce que nous avons appris, n'est ni l'une ni l'autre. C'est la reconnaissance que le domaine cosmique potentiel de l'humanité est simultanément immense au-delà de toute capacité d'imagination significative, et pourtant borné par un horizon absolu qu'aucun accomplissement ne pourrait jamais franchir. Prenons un moment pour ressentir l'immensité, car elle mérite son tribut. 100 milliards de galaxies n'est pas un nombre que l'esprit humain peut correctement contenir. Si nous imaginions consacrer une seule seconde d'attention à chaque galaxie à l'intérieur de la région causale, sans interruption, nous passerions plus de 3000 ans à les compter. Et chacune de ces galaxies contient en moyenne des centaines de milliards d'étoiles, dont la plupart abritent probablement des planètes. Même si seule une fraction infinitésimale des galaxies à l'intérieur de la région causale finissait par abriter des avant-postes colonisés par les descendants de l'humanité, le nombre pur de destinations possibles,
d'histoire possible et d'avenir possible à l'intérieur de cette région dépasse tout ce que notre espèce a jamais envisagé. L'ampleur de ce qui pourrait en principe être nôtre n'est pas petite. Elle est inconcevablement, extravagamment, incompréhensiblement grande. Et pourtant, ce n'est pas tout. Ce n'est même pas la majeure partie de ce que nous pouvons voir. 95% des 2000 milliards de galaxies visibles par nos télescopes se trouvent au-delà de la région causale. Ces galaxies ne sont pas simplement éloignées. Elles ne sont pas simplement difficiles à atteindre. Elles sont définitivement, structurellement, géométriquement coupées de notre avenir. Leur lumière arrive encore à nos détecteurs, transportant des informations sur leur passé. Mais leur présent, si ce mot a même un sens à travers de telles distances, est un lieu que nous pouvons étudier et jamais influencer. Leurs avenirs sont les leurs. Rien de ce que nous ferons jamais ne les affectera. La forme même de l'espace-temps l'interdit. Il y a une étrangeté supplémentaire qui mérite d'être nommée ici, et elle concerne à quoi ressemblera le ciel lui-même dans un lointain avenir. Selon le modèle cosmologique standard, l'expansion accélérée de l'univers signifie que les galaxies distantes ne sont pas simplement définitivement hors de notre portée. Elles se décalent, au fil du temps, vers le rouge jusqu'à devenir totalement invisibles. Chaque année, la lumière arrivant des galaxies les plus distantes s'étire vers des longueurs d'onde légèrement plus longues, devenant plus faibles, plus froides et plus difficiles à détecter. Dans des dizaines de milliards d'années, essentiellement toute galaxie en dehors de notre propre groupe local se sera décalée si loin vers l'infrarouge et au-delà qu'elle deviendra indétectable par tout télescope concevable. Les 2000 milliards de galaxies visibles par Webb et ses successeurs aujourd'hui s'éteindront dans un lointain avenir cosmique, une par une, du ciel observable. Imaginez un observateur vivant dans la galaxie fusionnée. Voie lactée Andromède environ 100 milliards d'années à partir de maintenant. Il regarde son ciel nocturne et il voit des étoiles. Il voit sa propre galaxie étendue autour de lui, transformée par la fusion et le passage du temps. Mais il ne voit essentiellement rien d'autre. Pas d'amas de la Vierge, pas d'amas de coma, pas de spirale lointaine, pas d'image de champ profond, rempli de 100 000 pâles taches de lumière ancienne. Le reste de l'univers a discrètement glissé au-delà de l'horizon observable et disparu de la vue. Nous avons, en un sens important, une chance extraordinaire d'être vivants à ce moment précis du temps cosmique. Nous pouvons encore voir les 2000 milliards de galaxies. Nous pouvons encore rassembler des preuves de l'expansion de l'univers, de l'accélération entraînée par l'énergie sombre, du fond diffus cosmologique laissé par le Big Bang. Nous pouvons encore reconstituer l'histoire du cosmos parce que les preuves arrivent encore sur Terre et restent détectables. Une civilisation apparaissant bien plus tard n'aurait pas ce privilège. Sa cosmologie serait strictement locale, et la vaste structure de l'univers au-delà du groupe local serait, pour cette civilisation, essentiellement indécouvrable. L'image finale est donc celle-ci. Imaginez l'humanité ou ses descendants se déployant à travers le temps cosmique. Imaginez le front d'expansion balayant vers l'extérieur depuis la Terre à une fraction de la vitesse de la lumière, ensemençant galaxie après galaxie d'avant-postes, de machines, d'habitats et finalement de sociétés établies. Imaginez ce processus se poursuivant pendant des dizaines ou des centaines de milliards d'années jusqu'à ce que la région accessible soit enfin entièrement cartographiée, entièrement touchée et en certains endroits entièrement habitée. Imaginez, si vous le souhaitez, que cet avenir est accompli sous sa forme la plus optimiste et que les descendants de l'humanité viennent à occuper chaque galaxie que tout signal lancé depuis la Terre aujourd'hui pourrait jamais atteindre. Même alors, 95% de l'univers visible reste à l'extérieur. Depuis la perspective de l'avant-poste le plus lointain de l'humanité, sur la dernière galaxie tout juste à l'intérieur de la région causale, les télescopes verraient encore des milliers de milliards de galaxies s'étendant vers l'extérieur dans toutes les directions. Leur lumière arriverait encore, leurs histoires anciennes seraient encore lisibles, et toutes seraient pour toujours au-delà de tout voyage possible, des lieux que nous pourrions voir et des lieux dont les avenirs ne pourraient jamais nous contenir. Voilà ce que signifie vivre à l'intérieur d'un cosmos en expansion doté d'un horizon cosmologique des événements. Voilà la cage, et voilà aussi l'invitation. La cage nous dit où nos avenirs ne pourront jamais aller. L'invitation nous dit combien immense, combien varié, et combien incommensurable, selon tout critère humain, notre territoire possible est véritablement. La question n'est pas de savoir si nous pourrions en principe tout atteindre. Nous ne le pouvons pas. La question est ce que nous choisirions de faire à l'intérieur de la région immense qui reste à notre disposition. Et si nous commencerions assez tôt pour tirer le meilleur parti de la frontière qui nous reste encore. L'univers n'est pas notre héritage. Il est notre voisinage, notre bibliothèque et notre horizon. Seule une partie pourra jamais être notre foyer. Mais cette partie, dans tout bilan honnête, est plus vaste que tout récit que nous ayons jamais raconté sur nous-mêmes.